Qu'est-ce qu'un génocide? Quelles sont les juridictions compétentes pour le qualifier et quelle est la différence avec le crime contre l'humanité? De toutes ces questions, nous allons parler avec l'historien spécialiste du sujet, Bernard Brunto. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes, historien donc, et je signale votre livre « Génocide, usages et mésusages d'un concept ». C'est aux éditions du CNRS. La première question est simple, professeur, quelle est la définition du génocide ? Alors, elle a été donnée le 9 décembre 1948, et nous vivions donc l'anniversaire récemment. Alors, elle le définit dans un article qui est central, qui est l'article 2 de la Convention, qui est centré sur quelques points tout à fait importants. Le premier, sans doute le plus central, c'est la notion d'intentionnalité. Le génocide, c'est l'intention de détruire un groupe qui est défini selon des critères nationaux, religieux, raciaux ou ethniques. Et à partir de là, nous avons une série d'actes de génocide qui peuvent aller du meurtre jusqu'à la stérilisation, jusqu'au transfert d'enfants, jusqu'à la soumission à des conditions de vie pouvant amener la destruction du groupe, ou bien une soumission à une atteinte à l'intégrité mentale ou physique d'individus. Donc c'est un article 2 qui est issu en fait de la réflexion et du chapitre d'un ouvrage d'un juriste judéo-polonais, Raphaël Lemkin, qui l'a défini et qui a inventé le terme en 1944 lorsqu'il était en exil aux États-Unis, et qui définit en fait la destruction, tuer une nation, tuer une race, étymologiquement, le terme de génocide. Donc c'est seulement en 1948 que le crime de génocide apparaît dans le droit international, puisqu'il faut rappeler qu'il ne figure pas dans la charte du tribunal de Nuremberg, qui n'a retenu que le crime contre l'humanité, qui avait été forgé par un autre juriste d'origine polonaise. Alors justement, quelle est la différence, Bernard Brunto, avec le crime contre l'humanité, après ce point très complet s'agissant de la définition du génocide ? Alors, ce sont le crime contre l'humanité énumère les mêmes exactions que le crime de génocide, c'est-à-dire des meurtres, c'est-à-dire des persécutions, c'est-à-dire des soumissions à des conditions de vie pouvant détruire les individus. Seulement, ces exactions ciblent des individus de population civile et non pas les membres d'un groupe en tant que tel. Donc ça permet d'avoir une assise plus large, si vous voulez, dans la mesure où ça intègre donc des populations civiles plus que des groupes définis de façon très rigoureuse selon leur appartenance en tant que telle à donc une ethnie, une religion, une nation ou une race. Mais les exactions, la panoplie, si vous voulez, d'exactions du crime contre l'humanité est la même que celle du génocide. Et vous avez évoqué tout à l'heure évidemment la Convention du 9 décembre 1948 dont on a, entre guillemets, célébré les 76 ans il y a quelques jours. Alors, qui est compétent pour dire s'il y a génocide ou non? Eh bien, cette Convention, elle nous l'apprend en fait, Bernard Brunto. C'est l'article 6. Oui, c'est-à-dire que c'est désormais, alors c'est ce qui a pendant entre 1948 et 1900 le statut de Rome de l'actuelle Cour pénale internationale, disons que pendant des décennies, il n'y avait aucun outil pour permettre justement la répression du crime de génocide, et c'est désormais la Cour pénale internationale qui est qualifiée comme telle et qui peut être saisie par un État qui est parti, qui a ratifié la Convention, par le Conseil de sécurité de l'ONU, ou alors par le procureur de la CPI qui juge qu'une enquête peut être ordonnée par une chambre préliminaire, selon, à partir, par exemple, des renseignements, des informations données par des associations, par exemple, ou des ONG, comme Amnesty International, par exemple, ou d'autres. À ce jour, quels sont les génocides reconnus? Bien entendu, la Shoah, le génocide juif sous le Troisième Reich. Il y a également, évidemment, le génocide arménien, le génocide des Tutsis au Rwanda. Récemment, nous parlions sur notre antenne aussi d'un génocide reconnu par l'ONU
l'ONU, c'est celui des Yézidis. Par exemple, il y a aussi le génocide de Srebrenica. Vous, en tant qu'historien, puisque vous parlez d'usage et de mésusage, quels sont pour vous les génocides à ce jour reconnus? Alors, génocide reconnu, c'est la Shoah, bien sûr, puisque c'est cet événement qui va produire, en fait, le droit international en la matière. Le génocide des Arméniens, alors il est reconnu, si vous voulez, je crois massivement désormais, bien sûr, par les historiens, par une vingtaine de pays, par le Vatican, par une commission des droits de l'homme de l'ONU en 1985 et par le Parlement européen notamment. Mais il n'y a pas de reconnaissance universelle, hein, je le précise, et les Arméniens attendent instamment effectivement une reconnaissance universelle, claire, et bien sûr une reconnaissance de la Turquie si possible. Alors n'oublions pas non plus plus récemment, 2018, hein, la conclusion des jugements des dirigeants Khmer Rouge qui ont finalement été accusés du crime de génocide commis contre deux minorités, l'une religieuse, les Cham musulmans du Cambodge, et l'autre la minorité vietnamienne du Cambodge. C'est donc pour cette seule action concernant des minorités très précises, selon les critères de l'article 2, que des dirigeants Khmer Rouge ont pu être accusés du crime de génocide, mais pas pour la déportation et la mortalité immense du reste de la population cambodgienne, qui elle est qualifiée de crime contre l'humanité. D'ailleurs, puisque vous parlez du Cambodge, ça me rappelle, Cambodge, on parle tout de même quand même de 2 millions de morts. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Est-ce que le nombre de victimes entre en compte pour qualifier s'il y a génocide ou pas? La réponse est non. Alors, dans l'article 2, il est mentionné une destruction partielle ou totale, en partie ou totale. Alors c'est là qu'est le problème total. Évidemment, c'est le modèle de la Shoah qui s'impose à nous, ou le modèle rwandais, effectivement, où là on atteint des proportions dépassant les 70, 80, voire 95% dans le cas, par exemple, des Juifs de Pologne. Mais qu'est-ce qu'une extermination partielle, hein? Et là, le problème, évidemment, il peut être sujet à interprétation. Ça peut être les cadres, les élites, si vous voulez, nationales, qui empêchent une communauté, un groupe de survivre, si vous voulez. Hein, ça peut être ce cas-là. Ça peut être tous les hommes, par exemple, comme dans le cas de Srebrenica, 8 000 exécutés sur les 27 000 habitants, c'est-à-dire tous les gens qui portent des armes, les producteurs, les géniteurs, tous ceux qui empêchent finalement le groupe musulman de Srebrenica de survivre dans le long terme. Donc il y a cette particularité, mais il est évidemment... Je crois que le génocide, c'est un crime de masse. Et donc, il y a le mot masse, quand même, qui intervient ici. Il faut évidemment qu'il y ait un pourcentage important d'un groupe de détruits. Hein, et c'est là la question qui se pose, par exemple, par rapport à Gaza. On en reparlera peut-être après, où il m'apparaît difficile de comparer, si vous voulez, les pourcentages de la mortalité à Gaza avec ceux de crimes de masse où les 2/3, voire les 3/4 d'une population. Alors justement, c'est là où on voulait en venir avec vous, Bernard Brunto. Évidemment, ces derniers temps, c'est un mot qui est beaucoup revenu s'agissant du conflit israélo-palestinien, et vous l'avez dit à Gaza. Amnesty International a récemment accusé Israël de commettre un génocide. Le gouvernement israélien, évidemment, rejette ces accusations. Mais j'aimerais citer deux de vos confrères. Amos Goldberg, historien israélien spécialiste de la Shoah, qui dit, lui, ce qui se passe à Gaza est un génocide. Omer Bartov, lui aussi spécialiste de la Shoah, israélo-américain, dit, alors lui, non pas qu'il y a un génocide, mais il parle de crimes contre l'humanité, d'actions génocidaires systématiques. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un historien et un autre ne disent pas forcément la même chose? Est-ce qu'il y a des considérations politiques? Est-ce qu'il y a... Quelles sont les spécificités d'un point de vue purement empirique et historique? Alors bien sûr qu'il y a des considérations politiques qui peuvent jouer chez les uns ou chez les autres, mais je crois qu'on en revient toujours à l'intention. Est-ce que le gouvernement israélien a l'intention de détruire physiquement le groupe palestinien, la nation palestinienne? Alors aujourd'hui, le droit international considère que l'intention peut être déduite de comportement. Alors, est-ce que des bombardements dans le cadre d'une guerre asymétrique
peuvent être qualifiés d'annonciateurs de génocide. Je ne le pense pas, dans la mesure où on peut accuser Israël de crimes de guerre, dans la mesure où il y a une proportionnalité qui n'est peut-être pas respectée entre l'objectif militaire et les destructions civiles, ou le ciblage peut-être, mais c'est très difficile dans une zone densément peuplée. Mais les signes annonciateurs des génocides, en tant qu'historien, je n'ai jamais vu dans un processus de génocidaire la distribution de vaccins, comme c'est le cas depuis septembre 2024, de vaccins contre la poliomyélite pour la population de Gaza. Je n'ai jamais vu de génocide où l'on annonce, à partir du 13 octobre, ce qui fut le cas de 2023, où l'on annonce par des brochures rédigées en arabe qu'il va y avoir des bombardements dans telle ou telle région géographique de Gaza. Mais vous le savez, les civils ne peuvent pas s'enfuir, Bernard Brunto. C'est la particularité de ce conflit. Exactement, c'est une guerre asymétrique où le Hamas utilise, si vous voulez, la population civile pour se protéger ou pour évoluer. C'est évidemment un cas tout à fait spécifique de guerre, mais c'est une guerre et un bombardement aérien. Alors, si nous prenons le bombardement aérien de population civile comme un acte de génocide, alors il faut classer Hiroshima dans les génocides, il faut classer le bombardement de Dresde dans le génocide, et ce fut d'ailleurs l'un des axes de défense de certains généraux SS après 1945 pour dire que la mort d'enfants allemands à Dresde finalement valait bien la mort des enfants juifs qui avaient été exécutés en Ukraine. Donc je veux dire, il faut faire très attention en ne confondant pas et en relativisant, si vous voulez, certains événements. Moi, je suis personnellement favorable à une restriction absolue du terme de génocide pour ne pas le banaliser, car il s'agit de crimes tout à fait inédits dans l'histoire du XXe siècle. Merci beaucoup Bernard Brunto d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci. On a vu donc le titre de votre livre Génocide, usages et mésusages. Merci à vous.